numéro de votre émission. Et si on en parlait? Et si on en parlait est une idée de Alberta Scène Diversité. Pour l'animation, aujourd'hui, nous avons Maryse Trudel. Bonjour Maryse. Bonjour Fernand, comment ça va? Ça va super bien. Maryse, que vous avez eu la chance notamment d'attendre dans l'émission la soirée à l'Albertaine. Ça fait longtemps. Ouais. On le faisait ensemble, c'était très agréable. Il y a beaucoup de personnes que je vois ici aujourd'hui qui sont venues à l'émission quand on le faisait de façon bénévole. Hein? Oui. Donc, c'était les samedis soirs sur les ondes de Radio Cité, de 2018 à 2022. Ok, c'est ça. Oui. Alors, je suis contente d'être avec toi. Merci de l'invitation, Fernand. Merci également. Alors, nous avons donc deux charmantes personnes avec nous. Il s'agit donc de deux jeunes, issus notamment de la diversité. Le thème du jour, la diversité, source de richesse en Alberta. Et on va donc les présenter. Je présente celle qui est à ma gauche, Grace Myriam Coulibaly. Bonjour. Bonjour, monsieur Fernand. Il n'y a pas de monsieur qui tienne. C'est Alors, madame. C'est madame. Et vous êtes donc, tu es d'origine ivoirienne. Ça fait combien de temps que tu viens ici? Je vais sur mes 2 ans. 2 ans. Au Canada. Et disons que ça fait plus ou moins 6 ou 7 mois que je suis à Alberta. Voilà. Alors, tu étudies donc en sociologie et en cinéma, c'est bien ça? Film studies, Ok. Études de film. Voilà. Moi, je vais vous introduire Monsieur Joachim Bonny. Et puis, je ne vais pas lui poser des questions parce qu'il est tellement modeste qu'il ne répondra pas. Mais Joachim est d'origine ivoirienne. Il est né à Abidjan. Il a vécu en Côte d'Ivoire, en France et au Canada. Vous l'avez peut-être déjà vu à Radio-Canada à l'émission On y va. Il a participé en 2019-2020. C'est exact. C'est ça. C'est pas arrivé. Et il y a également Joachim, pendant son adolescence, a fait les cadets de l'air, ici en Alberta. Et maintenant, il étudie en administration des affaires à l'Université de l'Alberta, ici au campus Saint-Jean. Et il a laissé toutes ses activités télévisuelles et des cadets pour se consacrer, non pas pour se consacrer, mais pour participer activement dans l'association étudiante du campus Saint-Jean. C'est ça, Joachim? Donc, On va échanger. L'association, ok, vous m'entendez bien? Ok, donc à l'association universitaire, donc la faculté Saint-Jean, ici au campus, pour représenter les étudiants du campus Saint-Jean. Oui, alors. Ça marche pas. Oui, bon. C'est bon. Bon, on va finir par l'avoir. Donc, Joachim, ça marche intermittent. Mais donc, Joachim, tu es en Alberta depuis combien de temps? Moi, ça va faire, on manque l'année 2023, donc ça va faire 7-8 ans maintenant. Je crois que je suis en Alberta. Donc, 8 ans en Alberta, 5-6 ans en France, puis c'est à 5 ans en Côte d'Ivoire. Donc, un tiers de la vie en Afrique, un tiers en Europe et un tiers au Canada. C'est ça, donc assez réparti plus ou moins justement en 3 continents. C'est bon. Alors, on va poursuivre à un micro, vu que tout le monde est testé COVID, ça revient. Mais donc Fernand, je vais te laisser entamer la discussion. Alors, donc, je vous présente Joachim. Il est, moi, en tout cas, je trouve un exemple incroyable de diversité. Là. Il est un peu partout. Il s'est très bien intégré dans toutes les sphères de la société canadienne franco-albertaine. Alors, Fernand, je te laisse commencer. Merci. Alors, pour commencer avec, oui, c'est vrai que les micros, j'aimerais donc commencer donc avec Grace. Grace, quelle a été ton impression quand tu étais arrivée, étant une francophone? Tu as commencé, je pense, en Nouvelle-Écosse, c'est bien ça? Oui. Alors, quelle a été ta première réaction? Alors, disons que quand je suis arrivée en Nouvelle-Écosse, j'ai pas vraiment été dépaysée parce que je me suis retrouvée dans un petit village acadien, à Church Point, et tout le monde parlait français. Donc, je cherchais plus des gens qui parlaient anglais que les gens qui parlaient français.
Aussi, il y avait beaucoup de gens d'Afrique francophones, des Congolais, des Camerounais, des Sénégalais. Donc, j'étais pas vraiment dépaysée, il y avait plus d'Ivoiriens, donc j'avais plus ou moins ma famille entre griffes. Et disons, j'ai vraiment été confrontée à un changement quand je suis arrivée en Alberta. Disons que c'est purement anglophone et ça a été difficile pour moi pendant un long moment de trouver des personnes qui parlaient francophone, hormis ma tante et son entourage. Donc je me retrouvais à seulement discuter avec des personnes qui parlaient anglais et des fois j'ai pas forcément envie de parler en anglais mais je dois parce que sinon je ne vais pas me faire comprendre et ça a été un peu difficile, disons. Mais je me suis habituée avec le temps. Moi, j'ai une question pour Grâce. Puis, si vous avez des questions aussi, je pense que l'idée, Fernand, c'est de faire interagir les gens. Si jamais vous avez des questions au cours de la discussion, gênez-vous pas pour nous le faire savoir. Grâce, qu'est-ce qui a motivé le choix d'aller en Nouvelle-Écosse, puis après ça, de venir en Alberta? Parce que tu as dit que c'est un petit village en Nouvelle-Écosse. Pourquoi on décide d'aller dans un petit village de la Nouvelle-Écosse quand on émigre de la Côte d'Ivoire au lieu d'aller à Montréal, qui est un grand centre urbain? Qu'est-ce qui a motivé le choix de cet endroit-là? Alors, disons que j'ai pas vraiment eu le choix. On me l'a plus ou moins imposé et je ne le regrette pas. Mais mon objectif principal, c'était d'être dans une zone anglophone parce que j'aime beaucoup l'anglais. Pourquoi tu dis que ça t'a été imposé par qui? On veut des noms, on veut pas des noms, mais pourquoi ça a été imposé? Mais, en fait, ma mère ne voulait même pas que je vienne au Canada. Et une de ses amies lui a dit, il faut obligatoirement que tu envoies au Canada. Et elle a mis en contact avec un de ses amis qui travaillait à l'université dans laquelle je me suis retrouvée. Donc, c'était un peu ma porte d'entrée, si on va dire. Elle m'a juste arrive là-bas et après tu prendras tes décisions quand tu finiras et tout ça. Donc, tu es venue pour fin d'études. Voilà. C'est ça? Dans quel programme? J'ai fait un bachelor en SA, sciences humaines, mais je ne l'ai pas terminé parce que je voulais vraiment commencer parce que je voulais faire. Parce que comme j'ai dit, on m'a dit tu vas là, tu fais ça. Donc, au milieu, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Je suis en train de faire quelque chose qui ne va pas forcément m'aider, quelque chose que je n'aime pas. J'ai discuté avec ma mère et j'ai décidé de venir à Alberta. Puis, qu'est-ce qui a motivé le choix de l'Alberta? Parce que toutes ces décisions-là, tu les prends toutes seules, là, entre guillemets, imposées avec maman, là, mais on voit ça. Mais qu'est-ce qui te motive à venir en Alberta après? Disons, premièrement, parce que j'avais de la famille ici, à cause de l'anglais, comme j'ai dit. Et puis, parce que c'était la province qui me parlait le plus. Parce que j'ai vraiment fait des recherches, j'ai cherché Nouveau-Brunswick, j'ai regardé un peu Toronto, après Alberta. Pour les universités aussi, c'était vraiment quelque chose qui était le truc à prendre en compte avant de choisir l'endroit où j'allais partir. OK. Et puis, comment je peux laisser Fernand poursuivre, là, mais sinon, je serais intéressée de savoir comment Joachim s'est retrouvé en Alberta. Et là, je pense qu'il va y avoir une autre histoire de maman. Hein. Donc, pour Maryse et Fernand qui connaissent ma mère, donc ils connaissent déjà un peu l'histoire, mais c'est un choix d'immigration, parce que comme je l'ai dit, j'ai vécu en France pendant pas mal de temps. Puis au bout d'un moment, on se sentait, ma mère et moi, tous les deux, on se sentait un peu lassés de la France, de la vie là-bas, et on voulait faire une expérience différente, on voulait explorer de nouveaux horizons, puis voir de nouvelles choses, puis c'était pour elle-même un rêve de jeunesse, un peu de venir au Canada, donc on a fait cette décision, on a fait ce grand pas-là. Bizarrement, elle avait des amis qui vivaient au Québec, mais ils se sont retrouvés à déménager, eux, à Edmonton, quelques mois avant qu'on arrive au Canada. Ils nous ont dit, on sait que vous venez directement de France, donc le Québec serait le choix naturel, mais venez nous rejoindre à Edmonton, en Alberta. Puis on était là. On sort d'un milieu francophone, on n'a pas forcément envie d'aller rentrer encore dans un milieu 100% francophone, parce qu'on se dit,
on veut apprendre plus de choses, on veut commencer à parler l'anglais, des choses comme ça. Puis donc on est venu à Edmonton, mais on a quand même découvert une forte communauté francophone qui se débat dans dans cet océan anglophone. Donc c'était quand même une belle surprise de voir une communauté francophone aussi vibrante, puis de participer aussi à cette communauté. Une question mais pour Grace. Est-ce que toi, c'est ta première relation ou lien avec la communauté francophone en étant ici, ou tu as déjà rencontré, ou tu es au courant qu'il y a une communauté francophone ici en Alberta? Vraiment, c'était Enfin, disons que j'ai entendu parler de la partie Saint-Jean de l'Université d'Alberta, mais c'est-à-dire, je me suis dit, ça va être encore comme Sainte-Anne, il y a des gens qui parlent français, mais c'est pas tellement comme une communauté francophone avec une diversité et tout ça. Mais j'ai été surprise quand je suis arrivée et je suis là, oh, ok, il y avait ça ici, je ne savais pas. J'ai entendu parler, mais j'ai jamais vu. C'est-à-dire que j'étais à Makewan et j'avais que des gens qui parlent anglais, que des gens enfin, j'avais pas forcément des gens de ma communauté, comme il y a des Camerounais, des tout. Je voyais, les seules personnes que je voyais, c'était des gens de la Caraïbe, on va dire, plus ou moins. Et c'est un choc de venir ici et de voir que, il y a une communauté qui se rapproche un peu plus de moi. Puis, j'ai une question. Oui, j'ai une question pour les deux. Je vais commencer avec Joachim puis Grace après, mais comment est-ce qu'on fait quand on arrive d'ailleurs, de la France ou d'une autre province canadienne ou de l'Afrique, puis on arrive dans une province qui est majoritairement anglophone? Comment est-ce que vous avez trouvé des services en français ou est-ce que vous vous êtes enligné vers les services en anglais? Comment est-ce que vous avez vécu cette dualité-là, linguistique, au niveau des services que la communauté offre? Moi, je dirais que le premier contact que j'ai eu, ce serait l'école, parce que j'étais en âge de faire le collège en France, donc le junior high ici en Alberta. Puis ma première école où je suis allé directement, ma première école, c'était l'école Joseph Moreau ici dans le quartier, pas trop loin d'ici. Donc pour moi, c'était c'était le premier contact que j'ai eu avec la communauté francophone ici. Puis à travers ça, c'est là que j'ai vraiment découvert de plus en plus de choses, que j'ai découvert le campus Saint-Jean, que j'ai découvert la cité francophone, où en même temps que j'allais à l'école, c'était aussi une sorte de repère dans la ville pour les services et des choses comme ça. Puis c'est... J'ai juste une question, Joachim. Tu dis que c'était le premier contact. Quand tu arrives à Joseph Moreau, c'est quoi tes impressions? Toi, tu étais scolarisé en France, tu arrives ici. Déjà, le français canadien est différent du français européen. C'est quoi les perceptions que tu as quand tu arrives à Joseph Moreau? Là, grâce à Souris, je pense qu'elle a un film qui est en train de se jouer dans sa tête à elle. Mais juste partage-nous, là, quand tu arrives, tu t'observes quoi? C'est quoi les différences ou les similarités que tu observes? C'était vraiment particulier parce que Joseph Moreau, c'est une petite école. Enfin, c'était, disons, une petite école parce que c'était une école de 250, 300 élèves. Moi, je venais d'une école qui était considérée comme une école internationale en France, avec au total, je pense, on était 1200 élèves dans l'école. Donc, c'était vraiment un changement déjà par rapport à la taille de l'école. Puis venir dans un cadre qui était complètement différent, où l'organisation de l'école est différente, où il y avait vraiment aussi cet esprit de communauté et de famille, je dirais, parce qu'avec une école avec 200, 300 élèves, tout le monde se connaît, plus ou moins. Tu connais très bien tes professeurs, tu connais très bien même la direction. Donc, ça crée vraiment ce lien cette relation de famille, cette relation communautaire qui était vraiment, vraiment très, très forte, même comparé à l'école où j'allais en France, puis comparé aux autres écoles qui sont ici à Edmonton, les écoles anglophones, par exemple. Et puis pour les services, grâce à alors, disons que majoritairement j'étais confrontée à des services anglophones et pour dire vrai, j'ai pas tellement cherché parce que pour moi j'avais que l'anglais partout. J'avais que l'anglais partout, donc j'avais pas vraiment dans ma tête, peut-être qu'il y a des services francophones. Et disons que
c'est vrai que parfois, quand je veux chercher des trucs, je me dis, ah, j'ai pas envie de le faire parce que je dois parler anglais encore, c'est fatigant et tout ça. Mais j'ai pas vraiment cherché, on va dire. C'est plus de ma part, j'ai pas vraiment cherché parce que tout ce que j'avais devant moi, c'était que des personnes qui parlent anglophone, que ce soit au travail, à l'université, toutes les personnes que je rencontrais, hormis avec ma tante, c'est-à-dire son entourage, c'était que des personnes qui parlent anglais. Donc, je me suis dit, ah, je vais pas trouver. Donc, c'est vraiment de ma faute, personnellement. On va pas te blâmer, mais il y en a beaucoup de services en français. Je ne sais pas toi, Joachim, est-ce que tu as eu accès? Est-ce que tu connais l'existence de services en français en Alberta? Oui, par expérience. Comme j'ai dit, la cité francophone, c'était vraiment le repère de ça, mais au-delà de ça, il y a tous les services qui sont offerts par le gouvernement, le gouvernement fédéral aussi. Donc c'est vraiment par là que qu'on a accédé en fait aux services en français. Puis le fait que la communauté francophone ici soit quand même assez grande, puis comme j'ai dit, à travers moi l'école que j'ai accédé à la communauté francophone ici à Edmonton, donc ça a coulé de source assez rapidement, comme on a trouvé des personnes francophones, on a interagi avec eux, puis c'était comme la cité francophone. Puis c'était comme... ça allait assez bien à ce niveau-là, puis ça, je pense que c'est une chance, en fait, d'avoir ça dans la ville. Puis dans les interactions avec les autres membres de la communauté, parce qu'il y a quelque chose qui est assez, là, puis je ne sais pas si jamais il y a des gens dans la salle qui ont envie de partager ou d'interagir, mais quelque chose qui est assez particulier de la communauté à Edmonton, de la communauté francophone, c'est qu'elle est très diversifiée. Il y a des gens qui viennent du Québec, de la France, de l'Afrique, qui sont franco-albertains, parce que je dis qu'ils viennent, mais il y en a qui sont franco-albertains depuis des générations. Donc, est-ce qu'il y a eu des interactions, puis comment est-ce que tu as vécu les interactions avec tous ces gens-là de la diversité, mais au sein de la communauté francophone, ou de la diversité au sein de la communauté juste à Edmonton? Je dirais que c'était parce que j'avais déjà vécu l'immigration en France, donc disons que ça crée des attentes. Mais quand on est arrivé au Canada, à Edmonton, puis on a côtoyé la communauté francophone, tu te rends compte que justement, parce qu'il y a tellement de diversité, tu te retrouves avec des gens qui ont des expériences complètement différentes, en fait. Des personnes qui, disons, me ressemblent plus, qui viennent d'Afrique ou qui viennent de France, ont des expériences vraiment particulières de comment est-ce qu'ils ont vécu leur immigration en Alberta, comment est-ce qu'ils ont vécu les interactions. Puis quand tu interagis avec eux aussi, ils sont capables de t'aider dans ton cheminement aussi d'immigration différemment. Puis des personnes qui sont disons là depuis des générations, qui vont être capables de parler en fait de ce que c'est cette communauté, de comment est-ce qu'elle a évolué, et de te donner une idée plus claire en fait de comment est-ce que cette communauté, de l'historique de cette communauté, de comment est-ce qu'elle s'est formée, de comment est-ce qu'elle est arrivée où elle est en ce moment en fait. Donc c'est ça. Mais moi j'ai une question. Donc vous savez, comme on le dit, hein, il y a des communautés francophones en situation minoritaire partout au Canada. Et quel est votre ressenti face à ceux qui sont nés et qui, ici, depuis de longues années, tiennent à cette langue-là et qui font en sorte qu'aujourd'hui, on puisse aujourd'hui parler en français en Alberta? C'est vraiment, puis comme j'ai dit, moi j'ai fait Joseph Moreau, donc j'ai vraiment appris pendant plusieurs années le cheminement des communautés francophones en situation minoritaire au Canada. Donc c'est toujours intéressant en fait d'apprendre, de comprendre comment est-ce que ça s'est passé. Puis au-delà de ça, cette expérience-là est vraiment, comment dire, parce qu'on parle de personnes qui ont comme facteur, comme grande différence avec le reste de la société dans laquelle ils vivent, c'est au début la langue et la religion, puis qui vont se battre pour continuer à exister pendant tant et tant d'années. Puis aujourd'hui, on arrive dans une situation où toutes ces communautés-là se diversifient en fait, et je pense que c'est vraiment, je ne dirais pas le plus grand changement, mais je pense un des plus grands changements, ou un des plus grands défis auxquels sont confrontées ces communautés-là, c'est comment intégrer les nouveaux
francophones, disons, qui sont arrivés depuis les, 20 dernières années dans leur communauté, dans leur manière de fonctionner, dans leur manière de voir les choses, dans leur manière d'évoluer aussi. Parce que on en parle souvent, c'est un sujet qui revient souvent dans les forums des discussions francophones. Je pense que c'est un des grands tournants en fait de l'histoire des francophonies minoritaires au Canada, c'est l'intégration des nouveaux arrivants, de la nouvelle vague d'immigration francophone dans leur identité pour les 10-20 prochaines années et dans leur futur à long terme. Comment ça se reflète ça dans les échanges au sein de la communauté? Parce que on a beau partager le même vocabulaire, si les mots n'ont pas la même résonance chez les individus qui partagent la langue, mais comment est-ce qu'on fait pour rejoindre tous ces gens-là qui ont des cultures ou des backgrounds? Si on parle d'un bateau, chacun peut avoir une vision différente d'un bateau, peu importe d'où on vient dans le monde. Donc, comment est-ce qu'on fait? Puis là, c'est un exemple très simpliste, là, c'est parce que je veux pas trop me lancer là-dedans, mais comment est-ce que vous vivez ça, de dire on partage une langue, mais les mots ou ce que ça résonne en nous est complètement différent? Comment est-ce qu'on fait pour se retrouver dans tout ça? Puis j'aurais aimé ça savoir. Là, je vais rajouter une couche de complexité ici, mais avec l'association étudiante, comment est-ce qu'on le vit au campus Saint-Jean aussi? Ça, c'est une question vraiment très profonde, à mon avis, parce que du point de vue du langage, si on veut rester vraiment à la surface, bon, on a des différences de langage qui sont claires, qui sont évidentes, donc ça, je pense qu'on ne peut rien y faire, puis je pense que ça devient généralement des anecdotes, parce qu'on est souvent en train d'échanger, puis on se dit, il va y avoir une petite barrière de la langue, puis après on apprend, puis on en rit généralement la plupart du temps. Puis au-delà de ça, si on veut aller plus en substance, les différences de compréhension de certaines questions, à mon avis, sont celles qui sont le plus, je dirais peut-être problématiques ou plus sérieuses, parce que on vit dans une communauté, on dit francophone. Au sein de la communauté francophone, il y a certaines personnes qui vont encore faire la distinction entre des francophones, des francophiles ou des gens d'expression française, alors que moi, peut-être, je dirais que ma génération, les personnes de mon âge que je fréquente ne font pas cette distinction-là, c'est-à-dire que pour nous, quand on parle français, on parle tous français, peu importe comment est-ce qu'on a appris le français, qu'on a appris le français de nos arrière-grands-parents ou qu'on l'a appris à l'école il y a moins de 10 ans. Dans ma génération, il n'y a pas vraiment de différence par rapport à ça. Puis, au-delà de ça, justement, pour donner l'exemple ici au campus Saint-Jean, je suis dans l'association des universitaires. Moi, je suis un des vice-présidents. On a une présidence, des vice-présidences, puis des conseillers. Puis, je suis, par exemple, le seul qui a gradué des écoles francophones edmontonienne de l'Alberta qui fait partie de l'association universitaire. Et je ne suis pas, disons, ce qu'on s'attendrait comme étant un franco-albertain type. Je suis un peu différent sur ce cadre-là, mais pourtant je suis bien le seul qui a fait l'expérience de faire les écoles francophones. J'ai gradué de Maurice Lavallée, donc une école qui existe littéralement grâce à la loi. On va plus en rire et dire, disons que à force de passer du temps avec ces personnes-là, tu prends un peu de leur langage et eux aussi ils prennent un peu de ton langage et en soi on crée un nouveau français entre griffes. Donc c'est vraiment, disons que avec le temps, il y aura plusieurs types de français par exemple qui vont se créer et je trouve que c'est vraiment ça la beauté de la diversité. Parce que ce qui, plus tard, va être pour nous, c'est un peu du mauvais français, ça va plus tard devenir la norme de ceux qui vont venir après nous. Mais je suis sûre que ça, c'est un bon sujet pour faire intervenir les gens dans la salle. Là. Je me disais, je sais pas, je vais te conter une histoire vite fait, quittons. C'est au Québec, je travaillais dans un Walmart, et on m'a dit, Fernand, peux-tu checker le prix de la barouette? J'ai cherché dans le rayon des jouets, j'ai cherché dans l'habillement, j'ai jamais trouvé c'était quoi. Finalement, et quand on demande c'était quoi, on riait comme.
Puis finalement, on m'a demandé c'était quoi une barouette. C'était une brouette. Et quand je lui ai dit, monsieur, c'est une brouette, il dit non, c'est une barouette. Je suis revenu le lendemain avec un dictionnaire. C'est écrit brouette, c'est seulement à ce moment-là qu'ils m'ont cru. Merci. Je voudrais remercier Marie parce qu'elle a posé des questions très très intéressantes. Et lorsque Joachim répondait, il a mis l'accent sur l'esprit de communauté et de famille. Alors, vous qui aviez fait la France, la Côte d'Ivoire et puis l'Alberta, comment est-ce que vous pourrez mettre ça en contexte en termes de sentiment d'appartenance dans les différentes communautés que vous avez parcourues? Merci pour la question, c'est vraiment une très bonne question. Et puis je vais enchaîner avec une deuxième, je vais passer le micro. La deuxième question que Marie avait posée, elle avait parlé de la pérennité de la langue française. Ok? Alors, elle a parlé des enfants qui sont nés ici, qui parlent français, et nous, notre devoir, c'est de pérenniser effectivement le français. Mais en même temps, pour nous qui venons de cultures différentes, se pose aussi un problème d'identité culturelle au niveau des enfants qui naissent ici. Et donc, comment est-ce que vous pensez qu'on devrait faire pour, comme on appelle, réveiller à cela? Parce qu'il y a des enfants ici qui parlent français, mais qui perdent petit à petit les réalités culturelles de leur pays d'origine. Merci. Alors, par rapport à la première question, donc au sentiment d'appartenance, je dirais que la raison pour laquelle il y a un sentiment d'appartenance aussi fort dans les écoles, pour moi, selon mon expérience dans une école francophone, c'est que on se voit comme étant dans un milieu minoritaire, on parle tous le français, et on bénéficie tous de justement la protection qui est accordée aux francophones dans un milieu minoritaire. Donc il y a ça, et puis le fait que, des anecdotes comme ça, rapidement, quand on allait jouer à des jeux de basketball, de volleyball, ou de n'importe quel sport en dehors de notre école, parce qu'on jouait contre des écoles anglophones, là où la majorité du temps dans les couloirs de l'école, nos professeurs nous courent après pour nous dire arrêtez de parler en anglais, parlez en français. Dès qu'on sortait pour aller jouer à des jeux face à d'autres équipes anglophones, on n'avait pas besoin de nous demander de parler en français, parce que c'était automatique. On parlait directement en français parce que c'est toujours préférable que l'équipe adverse ne comprenne pas ce que vous êtes en train de dire que continuer à parler en anglais. Mais c'est ça parce que ça crée une identité commune, puis on se dit qu'on est en même temps, d'une certaine manière, des héritiers de gens qui sont venus avant nous, parce que quand on apprend le combat qu'il y a eu, puis le cheminement qu'il y a eu pour le droit d'être éduqué en français, on se dit que ça vaut la peine de continuer. Ça vaut la peine de continuer, puis c'est vraiment enrichissant parce que on est capable aujourd'hui d'avoir des discussions, moi et mes pairs, avec d'autres personnes en français, tout comme en anglais, comme pas beaucoup d'autres personnes peuvent le faire en fait autour de nous en Alberta ou au Canada. Puis ensuite, la deuxième question qui était à propos de l'identité culturelle. Pour moi, sur la question de l'identité culturelle, ça se rattache encore une fois à la question de l'inclusion. Comme je disais, c'est le plus grand tournant et le plus grand défi des communautés francophones minoritaires. Si l'inclusion des nouveaux arrivants ne marche pas, je ne veux même pas imaginer quel serait le résultat parce que ce n'est pas un bon résultat. Il y a beaucoup d'acquis qui seraient mis en danger à cause de ça. Et donc, il faut qu'il y ait une inclusion pour faire comprendre que être francophone au Canada, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est effectivement, ça peut être un descendant de générations de francophones qui vivent au Canada depuis des siècles même, mais ça peut aussi être des personnes qui sont arrivées plus récemment, qui viennent de pays qui ont eu le français comme langue de colonisation, mais qui continuent de l'utiliser comme étant tout de même un atout, parce que c'est quand même une autre langue parlée. Je pense que c'est surtout par rapport à ça, parce que tant que il n'y aura pas cette inclusion-là, et moi je l'ai vu parce que j'ai vu des jeunes comme moi, avec des origines de l'immigration, que ce soit venant de France ou d'Afrique, qui
qui ne se sentaient pas intégrés en fait dans la, disons, la francophonie albertaine, qui ne voyaient pas peut-être l'intérêt à court terme de continuer et qui se trouvaient plus à l'aise dans un cadre qui est, disons, plus diversifié, qui est dans certains cas le cadre anglophone où il y a encore plus de cultures qui sont brassées que dans les communautés francophones. Puis, je trouve que c'est intéressant là aussi de rebondir sur le fait que Joachim a fait ses études ici. Puis il y a une question d'immigration, mais il y a aussi une question de génération, puis d'identification. On fait partie d'une communauté qui est diversifiée francophone, mais moi, par exemple, je suis née au Québec, j'ai grandi au Québec, je suis arrivée ici en 2016. Mes enfants, moi, dans ma tête, je suis d'origine québécoise. Mes enfants sont franco-albertains. Eux, dans leur tête, ils sont, même s'ils sont nés au Québec, leur réalité, c'est d'être franco-albertains. J'ai l'impression aussi qu'il y a des différences, et j'aurais aimé ça entendre Joachim sur ta mère et toi, dans le sens où, tu sais, on a tous, les générations vont avoir des perspectives différentes face à l'intégration puis à leur diversité, à l'intégration dans la diversité francophone albertaine. Puis, je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que on immigre ou on vient à plusieurs, on est deux générations, mais on n'a pas les mêmes perspectives d'intégration parce que ta mère, elle n'a pas fait l'école à Maurice-la-Vallée, elle n'a pas son cercle d'amis, j'imagine, qui n'est pas le même que le tien. Je suis sûre qu'elle a des bonnes amies, mais quand même, là, j'aurais aimé ça t'entendre par rapport à ça, aux différentes générations, au fait quand on s'intègre plus jeune dans le système scolaire versus quand on arrive comme immigrant adulte, si tu as une perspective là-dessus. Mais je pense que pour moi, c'était, comme j'ai dit, puisque j'ai fait les écoles francophones, c'était mes pères en fait. Donc on a évolué ensemble dans ce cheminement-là. Puis aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de différence. Je veux dire, on se voit, on se côtoie. Puis voilà, ça fait des années qu'on se connaît pour certains. Pour certains même, on est content de dire qu'on se connaît depuis 7-8 ans. Donc voilà. Tu t'identifies comment? Parce que Oui. pendant que j'arrête, c'est ça, j'ai compris. Mais je continue quand même. Là. Non, mais tu t'identifies comment, toi, Joachim, dans la diversité franco-albertaine? Comment tu... c'est quoi tes pôles de référence par rapport à ça? Je dirais que, selon ma définition de ce que c'est être franco-albertain, c'est être un francophone en Alberta. Donc, de ce point de vue-là, je suis franco-albertain. Certaines personnes ne seraient pas d'accord avec ma définition d'être franco-albertain, mais je pense que c'est important dans le sens où si, comme je disais, on veut faire de l'inclusion et on veut s'assurer que tout le monde se sente inclus dans ce que c'est être francophone et dans le combat aussi de la francophonie en Alberta, il faut élargir les définitions, les horizons et les manières de voir les choses en avançant. Alors, Grèce, répondez là-dessus. Disons que je vais plus aller dans son sens, dans le sens qu'il faut vraiment accepter toutes les différentes formes de francophonie et ne pas juste dire on va apprendre le français aux gens, mais si tu parles pas ce type de français, ben, tu parles pas français. Et c'est dans le sens que je dis, comme par exemple le Nouchi, quand tu vas parler du Nouchi en Côte d'Ivoire, on va dire tu parles pas du bon français. Mais le français a été imposé dans un environnement qui avait déjà sa culture. Et quand ces cultures-là se mélangent, ça crée une nouvelle culture. Donc on doit accepter cette nouvelle culture et dire oui, tu parles tel type de français, tel type de français, mais tu parles du français. Le français, c'est la base, mais on ne doit pas juste dire comme par exemple, des gens aujourd'hui qui parlent québécois en griffe, moi je vais considérer que c'est du vieux français. Parce que moi, dans ma tête, quand je vais me dire, comme l'exemple qu'il a dit, je vais dire, tu parles pas français parce que le français que moi, on m'a appris à l'école, c'est pas ce que tu dis. Donc, pour moi, c'est pas du français, mais si, en fait, c'est censé être du français, ton français, mon français, son français, et on doit garder toutes les formes de français. C'est un peu... Oh oui. Sous-à ajouter? Mais non, C'est bon. J'ai compris le message. Le message, c'était arrête de parler. Non, mais c'est ça. Et puis, en tout cas, je pense que le français, on a tous des accents qui sont
différents, dépendamment d'où on vient, dépendamment de nos origines, de où est-ce qu'on vit. Et je pense qu'à quelque part, c'est ça qui fait la richesse du français. Et faut pas non plus, le français n'est pas un accent homogène, quoi. Donc, voilà. Mais moi, je peux te dire, j'ai des enfants qui ne comprennent pas c'est quoi passer la balayeuse. Faut que je leur dise, passe l'aspirateur, là, ils comprennent, là, mais sinon, la balayeuse, il paraît que c'est pas Ouais, c'est un peu ça. Mais une fois encore, merci, hein, merci Maryse. C'est un plaisir. Merci. Merci également, Maryse, d'avoir partagé donc, votre parcours. Et puis, Joachim, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bien sûr qu'il n'y a pas. Non, parce qu'on va poursuivre immédiatement donc, avec le prochain sujet qui est sur le respect. Et Joachim va devoir rester. Maryse, toi et moi, on va devoir partir et laisser la place C'était un plaisir à Océane et puis donc à Madeleine. Merci. Est-ce que je pourrais ajouter un commentaire? Oui. Ok. Bon, c'est David. Je veux te féliciter parce que, selon moi, tu as défini. Oh, pardon. Je tiens à te féliciter parce que, selon moi, tu es très sage et tu as défini pour moi ce qu'est, ce que sera une francophonie albertaine unie et épanouie. Ça fait que je nous invite tous et toutes à laisser parler ce jeune homme si sage qui a compris très clairement comment on va réussir à être unis dans nos différences. Voilà. Fait que merci.